Bonjour à tous, plutôt bonsoir. C'est un plaisir, de vous retrouver, un record que nous venons de battre, plus de 2 600 inscrits pour ce nouveau webinar. Un webinar qui va être, fascinant, puisque nous allons traiter, d'un phénomène dans le monde du luxe qui est, le succès incroyable XXL de la joaillerie et de l'horlogerie. Alors la joaillerie, ce n'est pas nouveau, ça a été, vraiment, un moteur de résilience, pendant toutes les années, covid et elle est, encore plus, aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est le phénomène d'horlogerie puisque, après une année un petit peu difficile, en 2020 et bien, 2021 a été un formidable rebond et aujourd'hui, on voit des exportations sur le Made in Switzerland qui dépasse les records de 2019 en termes de valeur. Alors, il s'est passé plein de choses dans cette planète hard luxury. Il y a eu des acteurs, non pas nouveaux, mais avec des nouveaux moyens. On a vu l'explosion de l'e-commerce, qui n'est plus la cerise sur le gâteau, mais le gâteau. On creuserait ça avec nos amis de Breitling ici. Bien sûr, les NFT, les métaverses. Bref, c'était vraiment le moment de vous proposer un focus avec vraiment un plateau exceptionnel, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Célida Simon, CEO de De Beers et de Beers Joaillerie ici. Nous avons le plaisir d'accueillir Magali Tessière de Joaillerie Watch Département de France de Sotheby. Nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Carrez, senior vice-président, chief marketing officer de Cartier, et Antonio Carriero, Chief Digital and Technology Officer de Breitling. Quelle table ronde exceptionnelle. Vous savez que on a vraiment une obsession dans le journal du luxe, c'est d'être la maison des maisons. Dans beaucoup de webinaires, on voit beaucoup de spécialistes. Nous, ce que nous voulons, c'est la parole sacrée, c'est la parole des marques. Et quelle marque et merci, mesdames et messieurs, de venir nous apporter ce cogito fortis sous le haut patronage de la société Catchpoint, leader international de la mesure, de la performance IT et digitale, qui est représenté par son président Mehdi Daoudi, son CEO fondateur. Merci Mehdi d'être le partenaire de cette émission qui va être extrêmement forte et on attend beaucoup de vos questions. Vous savez, ici, vous avez la parole, mais je vous ai concocté un menu ma foi, réjouissant. On va vraiment parler de tous les sujets les plus stratégiques et bien sûr, on va s'interroger sur demain. Donc, je vais vous demander, cette première partie, on va faire un one-to-one. Donc, mes amis, si vous pouvez éteindre vos micros et vos caméras, on va commencer par une étude, exclusive qui a été menée par, à la fois sur une méthodologie qui a été menée par le Lab Z de la Paris School of Luxury, de la maison de Publicis Epsilon et sous le haut patronage de Catchpoint. Une étude passionnante où on va vous parler, on va vous donner 5 minutes d'extrait. Vous pourrez bien sûr interroger nos amis de Catchpoint et voire même les contacter pour les maisons directement. Il y a un chat qui est dédié qui s'appelle Catchpoint for Luxury, chat qui est animé par Carole de Catchpoint. Mais tout de suite, une étude. Et cette étude, c'est le futur de la joaillerie. Et cette futur, il est déjà présent. Future is now. C'est les nouvelles tribus de watch lovers, de jeunes fortunés de moins de 35 ans. Donc, nous avons fait une étude vraiment, nous sommes allés au cœur des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Discord, pour aller détecter ces nouvelles tribus qui ont une vision très singulière de la monde, des attentes différentes, tant en termes symboliques que en termes d'usage ici. Donc, on va vraiment, nous allons sonder le playground digital, j'ai envie de vous dire, et on va vous révéler 4 tribus qui sont certainement déjà de vos clients ici. La première tribu, donc le Daredevil héritier. Donc, vous allez voir
Alors, c'est une étude bien sûr, extrêmement vidéo, ici, on va être simplement sur des images fixes, hein, c'est un teaser à proprement parler et chacune de ces tribus est incarnée par une série, mythique. Donc, les Daredevil héritiers, ce sont, en effet, ces héritiers qui sont incarnés par la série, Succession. Alors Daredevil héritier, c'est quoi? Ce sont les véritablement les fils d'eux. On est face à le old money véritablement, c'est les futurs où ils sont déjà l'aristocratie CEO. Mais eux qui ont hérité ou qui héritent ont une obsession. Tuer le père tout en gardant, fructifiant leur héritage. Et c'est particulièrement vrai sur la montre, où la montre est à la fois un objet de passion, mais aussi le symbole de, bah, ma foi, d'une lignée. Mais en même temps, il faut respecter une tradition et faire sa propre place. Et on voit ce visuel tiré du fils de Arnold Schwarzenegger. Vous savez qu'Arnold Schwarzenegger est une icône de la maison Audemars-Piguet. Eh bien, lui, il porte un hublot. Donc, il porte une montre hublot. Il est même parrain, ambassadeur de hublot. Et c'est un petit peu ça, c'est Daredevil héritier. Vous voyez, passion de la montre, mais c'est pas la même montre que père. Et si on rentre plus en profondeur par rapport à ces héritiers all money, l'idée ici est de vous donner véritablement une matrice en 5 dimensions. Quelles sont les dimensions structurantes de leur désir? Donc, clairement, eh bien, ils sont obsédés par le vintage. Il y a un respect de la tradition, mais attention, c'est vraiment le vintage plus que le nouveau qui va les intéresser. Donc, forcément, qui dit vintage dit une obsession de la rareté. Donc vraiment, vintage plus rareté apporte cette désirabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont vraiment un esprit de collection. Ce sont des collectionneurs addicts. Et ce qui est remarquable par rapport à leur père et leur mère, ici, on est face à un goût pour l'intersection. Donc, ils aiment collectionner de nombreuses choses, pas simplement l'automobile, la voiture, mais faire des croisements, comme par exemple stickers et haute horlogerie. Et bien sûr, le point central, vous allez voir le fil rouge, et c'est la raison que Catchpoint va nous parler ici. Ce sont des dieux, des fils de Dieu, entre guillemets, des fils de roi du digital. Ils ont une obsession, c'est une performance maximum. Ils n'ont finalement, ils n'acceptent aucun accro dans la relation digitale. Donc voilà cette 5 dimensions sur cette matrice, vintage, rareté, obsession de la collection, mais une collection d'une nouvelle génération et un digital à son meilleur. La deuxième tribu, alors là, ça n'a rien à voir ici, c'est The Young Self-Made Men millionnaires. C'est véritablement la new money. Et ces jeunes millionnaires sont très différents de nos amis héritiers. On voit cette vidéo de Drake assez remarquable. Il est dans une boîte de nuit, il y a un moment donné, on effleure son Audemars Piguet. Et ça, c'est insupportable pour lui. Une Audemars Piguet, bien sûr, totalement sur mesure. Eh bien, ces self-made qui ont réussi sont entrepreneurs, ce sont des stars, ce sont même des influenceurs ici. Et leur obsession, c'est véritablement de montrer leur empreinte marquée ici. Vraiment, le luxe a une dimension totalement obsessionnelle. Et du coup, la montre ici, c'est à la fois une passion, mais du business. Dans le sens où cette montre, elle peut être elle la garde, certaines la gardent, mais elle est totalement sur mesure. Elle est vraiment le trophée de leur réussite. Et plus elles sont sur mesure, plus qu'elles sont fortes en termes de design, marquantes, florant des fois avec le mauvais goût, plus il y a de l'impact ici. C'est vraiment cette montre qui est le sommet de leur individualisme ici, mais avec cette double dimension, des montres qu'ils vont garder, qu'ils vont collectionner, et puis des montres qui sont là simplement pour gagner de l'argent, parce que là aussi, c'est encore des bénéfices ici. Alors, si je prends les 5 dimensions, donc on voit clairement que cette montre, autant les autres, la montre servait à marquer leur singularité par rapport à leurs parents, autant ici, c'est vraiment le trophée social, la médaille. Le deuxième point qui est très étonnant, c'est le côté trader finalement. Toutes les montres qu'elle possède, à un moment donné, sont susceptibles d'être vendues. Donc, on est plus, non pas sur une collection, mais sur une idée finalement d'un flux ici, avec cette culture forcément crypto, partie crypto qui est fondamentale ici. Donc, d'un point de vue esthétique, mais pas simplement d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de convention, eh bien, il casse les lois.
il classe les conventions horlogères ici, ça va jusqu'au protocole de vente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un protocole de vente qui pourraient être extrêmement obsédés par la boutique, eh bien, eux, acheter une montre extrêmement rare, d'un clic, ça ne pose aucun problème ici. Et puis cette dimension bespoke, peu importe les bons goûts, peu importe les conventions, ce qu'ils voient, c'est les marques ici, et ils veulent du sur-mesure. Ils veulent vraiment une montre miroir. Et ce sont les aristocrates Web3, bien sûr, on va parler des NFT, bien sûr, on va parler ici des métaverses, ils sont ces self-made millionnaires, des artisans de la réussite aujourd'hui des NFT. Ils jouent aux NFT et ils jouent aux NFT avec des montres. Troisième dimension, des Woxtobity. Woxtobity, ici, ce sont en effet, là aussi, et ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr, ces tribus sont totalement internationales. Dans la version longue, vous avez exactement le profil en termes de dispatch, en termes d'âge, d'origine géographique. Et les Woxtobity, on est face vraiment à cette génération Z extrêmement morale qui utilise le luxe pour être le trophée de leur engagement. Engagements qui sont clairement progressistes. C'est ce que j'appelle, c'est ce que nous appelons le New York Times Luxury. Donc, un luxe qui doit montrer ses engagements. Engagements, bien sûr, et d'abord en termes de sustainability, mais aussi engagement en termes d'inclusivité. On voit Naomi Osaka un petit peu en icône dessus. Alors, la montre, elle est beaucoup moins passionnelle que sur les deux autres tribus que nous avons vues. C'est vraiment ici un accessoire de mode. Et je vous dis, ça doit être le trophée de leur engagement. Donc, si à un moment donné, une marque a un problème en termes d'image, elle est salie, c'est la montre aussi qui va avec. Et donc, ça devient totalement insupportable pour eux. Alors donc, ici, quelle sont cette matrice de montres? On voit qu'il y a cette notion d'activisme, c'est un engagement un peu bling-bling qui se voit, cette dimension très étonnante d'associer la montre à un bénéfice de santé mentale, de ralentissement du temps, un rapport au temps très différent. Cette santé mentale, elle apparaît sur les Woxtobity, beaucoup moins sur les autres. Alors, bien sûr, une montre doit faire partie de quelque chose de fondamental, c'est d'être une conversation culturelle. Monsieur Arnaud disait la semaine dernière que Vuitton était aussi une entreprise de créativité culturelle. Eh bien, la montre doit faire partie de la conversation culturelle. Et bien sûr, Green Luxury au cœur. Et le digital, toujours le digital, un point commun. Eh bien, ce digital, il doit avoir lui aussi une raison d'être, un purpose. Quatrième tribu, les Shanghaiers. Alors cette tribu, elle est 100% chinoise, elle est 100% politiquement correcte, elle est taillée pour plaire au Parti communiste chinois. Alors, elle va être anti-bling ici, elle va être là aussi très très culturelle, et la montre doit être lui aussi ce miroir d'engagement. Il doit faire partie quelque part de cette nouvelle ligne de conduite beaucoup plus minimale que adhère et dictée entre guillemets par ce parti communiste. Donc on voit une montre là qui a une dimension clairement politique ici, et bien sûr une connexion aux arts. Alors les dimensions, 5 dimensions, il y a une dimension du coup qui est anti-bling ici, donc forcément, c'est la logique des revenus, hein, ici pour tous. On va être beaucoup plus minimal. On va avoir le Gao-Chao. Vous savez ce que c'est le Gao-Chao, bien sûr. C'est cette idée que bah, la consommation doit être fierté, doit être connectée à une fierté, la fierté d'appartenir à une grande nation créative qu'est la Chine. Et on voit des nouvelles marques chinoises apparaître, certes pas encore au niveau du standard luxe, mais qui sont aussi beaucoup plus désirables ici. Donc là encore, l'art est présent, et cette dimension forcément éco-conscious qui est extrêmement là. Et là, d'un point de vue digital, ce sont les digital prophètes. Ici, ils sont à l'avant-garde des plus usages les plus pointus. Donc, on est allé très très vite. L'étude fait 45 minutes. On a voulu, avec Mehdi Daoudi, de vous donner le miel, entre guillemets. Alors, la conclusion, et ce qui va me permettre de me donner la parole à Mehdi Daoudi, Mehdi, si vous pouvez allumer votre caméra et votre micro. La conclusion de ces 4 tribus, on voit que finalement, on a 4 nouvelles dimensions, définition de la montre ici, mais 4 amours. C'est ça qui est très intéressant par rapport au secteur. Donc, il faut savoir les écouter. Ils sont très différents, mais par contre, sur un point, ils se retrouvent, c'est qu'ils exigent, je dis bien le mot exiger, l'excellence digitale sans le moindre compromis. Et justement, pour atteindre cette excellence digitale,
Je vous donne la parole, Mehdi. Merci beaucoup, Eric. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Nous avons fait cette étude avec Eric et le Luxury Group parce que je pense que le monde du luxe a été perturbé avec Covid et que c'est une industrie qui doit se mettre qui doit se mettre au jour des gens qui shoppent sur Amazon. Donc, la performance est très, très importante et ça fait une vingtaine d'années qu'on s'applique sur ce sujet. J'étais chez DoubleClick et Google où vraiment on mesurait les temps de latence des bandeaux publicitaires en millisecondes. Et on a créé toute une société autour de ça pour amener cette perfection, cette perfection à toutes les industries à travers le monde. Eric, je ne sais pas si... Voilà. Alors, les clients, que ce soit des utilisateurs, des clients, des employés, demandent vraiment une expérience digitale sans compromis, comme Eric l'a dit. Une mauvaise expérience, vraiment, ça a un impact sur votre marque très, très négatif. Et alors, beaucoup de gens me demandent parfois, mais ça veut dire quoi une mauvaise expérience? Alors, j'ai un petit exemple, malheureusement, on ne peut pas le montrer parce que c'est une vidéo, mais Eric, je pense, voilà. Alors ça, on a fait un test sur Armani avec notre outil et vraiment, la page a pris 41 secondes pour se télécharger. Alors ça, c'est l'exemple clé d'une mauvaise expérience. En 1 seconde, 8 secondes, 28 secondes, 41 secondes, il n'y avait aucun affichage sur le navigateur et ça, c'est intolérable. Donc, je vous donne un véritable exemple de mauvaise expérience pour un utilisateur. Alors, il y a un impact évidemment au niveau business. Nous ne faisons pas ça pour le plaisir ou télécharger des pages Internet en moins d'une seconde. C'est qu'il y a un véritable impact économique et il faut vraiment prendre ça très, très au sérieux. Euh, Ce qui m'attire énormément entre la joaillerie, l'horlogerie et ce qu'on fait à Catchpoint, c'est vraiment c'est un travail très méticuleux pour pouvoir délivrer une très, très bonne expérience. Il faut toute une chorégraphie qui est très, très complexe et ça me rappelle l'horlogerie ou la joaillerie où il faut des très, très bons matériaux. Il faut des gens qui savent construire une jolie montre ou un joli mécanisme. Et c'est ça qui m'attire entre la joaillerie et la performance qu'on fait à Catchpoint. Et donc, cette chorégraphie, le problème, c'est qu'avec l'Internet, tout est en train de devenir de plus en plus complexe. Bon, généralement, je parle à des techniciens et des gens qui sont dans mon domaine, mais il faut battre cette cloison, si vous voulez, entre le business et la technologie parce que il faut délivrer des très, très bonnes expériences à tous vos utilisateurs. Donc, nous avons vraiment un problème de chorégraphie qui est très important et il faut arrêter d'être aveugle à ces problèmes. Alors, Catchpoint, donc nous sommes une entreprise qui a maintenant 13 ans. Nous travaillons avec les plus grosses sociétés au monde pour vraiment les aider à atteindre des sommets en termes de performance, et performance avec un grand P. Ce n'est pas uniquement la latence, c'est tout ce qui est les systèmes informatiques qui doivent marcher 100%, 24 heures sur 24. Et comme j'ai fait des études de marketing à l'époque, le cinquième P du marketing mix, c'est vraiment la performance au niveau digital. Donc voilà, je suis très content d'être avec des gens incroyables ce soir, avec Céline, Arnaud, Antonio, Magali et Eric. Merci beaucoup de nous avoir et de pouvoir parler de ce problème au niveau de la joaillerie et de l'horlogerie. Merci beaucoup, Mehdi. De toute façon, vous allez nous retrouver pendant tout le long de la conversation. Alors, Céline, je vous demande de venir sur scène, s'il vous plaît. Bienvenue, Céline. C'est un plaisir d'avoir la grande maison de Beers avec nous. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, bien sûr, c'est le cœur du sujet. On a parlé beaucoup de montres, mais quelle est votre vision sur le futur de la joaillerie chez De Beers? Alors, Eric, merci de m'accueillir ce soir avec ce panel excellent. Le futur de la joaillerie, il est brillant. Notre raison d'être chez De Beers, c'est Make Life Brilliant. Alors, pour moi, bien sûr, le futur de la joaillerie, il est brillantissime. Le marché de la joaillerie, il a fait preuve d'une formidable résilience tout au long de la pandémie.
La joaillerie est une catégorie qui vit une croissance très dynamique aujourd'hui. Les recherches menées par le groupe de Beers depuis le début de la pandémie montrent que sur 2020 et 2021, les maisons et les joailliers indépendants qui reportent leurs résultats auprès du groupe pour nos études de tendance ont vécu des années exceptionnelles. Certaines marques joaillières ont d'ailleurs communiqué des chiffres d'affaires records en Chine, aux États-Unis, en Europe. Donc voilà, beaucoup d'engouement. Alors pourquoi autant d'engouement? Plusieurs raisons à mon sens. D'abord, un contexte, que représente la joaillerie, et ensuite 3 tendances majeures que je vais partager avec vous. D'abord, le contexte. L'objet joaillier diamanté, il allie le beau à l'émotion. La joaillerie, de tout temps, elle a permis de marquer des instants précieux. Et même si la pandémie a, dans certains cas, reporté l'acte d'achat, la désirabilité inhérente à la joaillerie et au diamant sont toujours bien présentes. Donc les couples continuent de vouloir se marier, célébrer des instants de vie. J'en profite pour rappeler que les diamants naturels ont entre 720 millions d'années et 3 milliards et demi d'années. Alors quand on souhaite faire un achat qui a du sens, le diamant nous offre ce morceau d'éternité. Donc, voilà pour le contexte. Maintenant, en termes de tendance, d'abord, l'audience s'est étendue et l'achat plaisir est en croissance. La clientèle de la joaillerie aujourd'hui, elle est plurielle. Nous nous adressons pas simplement aux femmes, mais aussi aux hommes qui veulent exprimer leur personnalité, leur individualité. Et c'est intéressant de faire miroir à l'étude qui vient d'être présentée. Et tout ça à travers un objet précieux. L'accent, il est mis vraiment sur l'expression personnelle. Il ne s'agit plus seulement de célébrer des moments traditionnels, mais aussi de s'aimer soi-même, de se faire plaisir et de célébrer des succès. Donc on exprime son style avec un objet qui a une vie au-delà des saisons et qui résiste au temps. Deuxième tendance, les modes d'achat ont évolué, on en parlait aussi dans l'étude, et l'industrie joaillière a enfin embrassé la technologie et le digital. Ça nous a pris un peu plus de temps que d'autres catégories de produits dans le hard luxury. L'achat de joaillerie, il était traditionnellement associé à des expériences en boutique qui se traduisent peut-être moins facilement en ligne, ou du moins pas littéralement. Et donc, l'expérience physique et digitale aujourd'hui, elle doit fonctionner main dans la main dans le parcours client, quel que soit son budget. Donc, par exemple, chez De Beers Jewelers, nous avons lancé un outil de consultation digitale, notre Virtual Home of Diamonds, qui permet aux clients, où qu'ils soient, de découvrir un produit avec une qualité d'image et de détails exceptionnels, tout cela accompagné par un expert produit. Enfin, troisième tendance, consommer mieux. Et c'était, je trouve, peut-être l'absente de l'étude qui vient d'être partagée. Le groupe de Beers a mené plusieurs études ces dernières années qui démontrent que les achats de joaillerie influencés par les considérations de développement durable vont connaître une croissance spectaculaire. Nous estimons que d'ici 2025, 20 à 30% des ventes mondiales de joaillerie, en particulier les pièces construites autour du diamant, seront influencées par l'impact environnemental, les pratiques d'approvisionnement éthique et les considérations de diversité. La clientèle, ce que nous observons aujourd'hui, la clientèle s'oriente vers ce qui semble une valeur sûre et un objet à nouveau porteur de sens. Les clients disent vouloir consommer moins, mieux, et donc la joaillerie profite de ce nouvel état d'esprit des consommateurs car elle porte à la fois une valeur sentimentale et une valeur d'investissement inhérente. Donc enfin, conséquence pour les marques, l'intérêt pour ce domaine signifie que davantage de personnes vont s'intéresser de plus près à ce que nous faisons, nous les marques, par exemple la manière dont nous créons les conditions favorables pour les personnes et les lieux d'où proviennent nos diamants. Chez De Beers, par exemple, nous sommes un leader du secteur en matière de sourcing, un sourcing responsable et éthique tout au long de la chaîne d'approvisionnement en diamants. Et nous allons même au-delà des pratiques du secteur. En ce sens, De Beers continue d'assumer son rôle de leader du marché du diamant. Donc Eric, je prédis un avenir brillant à la joaillerie et au diamant. Brillant, ça tombe bien. Vous venez de lancer une collection assez magique sur Alchemist of Light. Ouais. Et je retrouve dans vos thématiques très concrètement sur
on peut pas dire produit parce que c'est bien plus qu'un produit, c'est de la magie. Merci beaucoup Céline, on vous retrouve, d'ici, une dizaine de minutes sur la table ronde. Magali Tessière, je vous demande merci, bienvenue Magali sur cet événement. Alors, c'est fascinant parce que alors, Magali, vous êtes donc le responsable France sur joaillerie et horlogerie pour Sotheby et ma foi, les acteurs, ils ont toujours été là. En effet, des enchères, mais depuis la crise Covid, ils ont vraiment, il y a eu une explosion entre guillemets, mais il n'y a pas eu qu'une explosion en termes de vente ou d'éléments de communication, il y a eu une explosion online ici. Et ben, il y a une nouvelle catégorie d'acheteurs, de bidders, comme on dit chez vous, qui sont, on a appelé les digital bidders. Alors la question que j'ai envie de vous poser, à quoi ressemblent ces nouveaux acheteurs? Est-ce qu'ils sont plus jeunes? Est-ce qu'ils sont très différents? Est-ce que vous pouvez nous faire rentrer un petit peu dans la tête de ces, ma foi, de ces acteurs qu'on retrouve beaucoup dans notre étude? Bienvenue Magali. Merci à vous, Eric, de m'avoir invité sur ce beau plateau et de me donner la parole. En fait, juste pour rappeler un tout petit peu, nous sommes une maison de vente donc qui a 277 ans d'âge, donc c'était une vraie gageure pour nous de passer au digital parce qu'évidemment, nous avions une tradition de vente classique aux enchères. Depuis quelques années, nous faisions des ventes digitales. Ça représentait 32% en 2019, mais en 2020, avec la pandémie, évidemment, nous avons dû accélérer drastiquement cette tendance et cette possibilité d'enchérir en ligne. Et nous sommes passés donc en 2021 à 70% de nos ventes en ligne. Donc c'est 70% des ventes, mais aussi donc qui sont des ventes uniquement en ligne, pas en présentiel. Et 3% de nos enchères. C'est 800 millions de dollars pour le online. Donc, à quoi ressemble ce nouvel acheteur digital? C'est en fait un acheteur qui est tourné principalement vers le luxe. Ce sont des acheteurs, les acheteurs du luxe qui sont extrêmement friands de ce mode de vente-là, en comparaison d'autres domaines comme peut-être les tableaux anciens ou le mobilier objet d'art utilisent beaucoup moins ce type de vente-là. Mais c'est vrai que l'art contemporain, les NFT dont on reparlera et le luxe, les clients en fait sont très digitaux. Le luxe chez nous, ça représente en 2021 1 million de dollars, soit 78% de plus que l'année précédente. Ce sont aussi des acheteurs jeunes. Donc ça, c'est l'autre tendance. En fait, 44% de nos enchérisseurs ont moins enchérisseurs pardon, en ligne ont moins de 40 ans. Donc c'est très important parce que leur demande évidemment est axée sur certains produits, donc des produits de catégorie du luxe qui sont des nouvelles catégories. Le streetwear, les sneakers, les bijoux, les montres bien évidemment, qui sont des catégories plus anciennes et traditionnelles, les sacs et accessoires et le vin. Ces catégories, nous avons souhaité chez Sotheby's vraiment aller vers le développement de ces dernières lors de semaines dédiées au luxe, où on va pouvoir effectivement proposer à ces nouveaux enchérisseurs online plusieurs ventes en ligne lors d'une même semaine. Ça permet effectivement à la fois de proposer à cette clientèle jeune de passer d'une vente à une autre et ainsi de profiter de ventes cross-catégories. C'est quelque chose qui a beaucoup plus de sens. Avant, les catégories étaient beaucoup plus séparées. Aujourd'hui, nous avons évidemment des acheteurs qui viennent pour le vin, mais qui vont se tourner vers les montres et notamment, en fait, lorsqu'ils visitent les expositions présentielles, ils vont utiliser, et ça, c'est aussi le profil de ces bidders, ils vont utiliser les plateformes, les applications. Ils vont utiliser les QR codes pour avoir accès au catalogue en ligne et ils vont se déplacer dans des expositions physiques parfois, mais avec leur téléphone et ils vont enchérir sur leur téléphone en même temps qu'ils visitent et qu'ils voient les objets.
Ce sont, des clients majoritairement asiatiques. Donc ça, c'est les nouveaux, bidders. On a vu une clientèle asiatique qui a été multipliée, par enfin la proportion de notre clientèle asiatique pour ces ventes, online et luxe s'est multipliée par 5 sur la dernière année. Et on enregistre des ventes records en Asie pour la catégorie du vin et également pour la catégorie des montres. Une clientèle asiatique pour les bijoux, c'est 40% en valeur. Donc c'est une clientèle évidemment qui a les moyens, qui est, très, digitale, qui peut acheter en crypto-monnaie. On a enregistré, 12,3 millions de dollars pour un diamant poire, acheté par un client asiatique en crypto-monnaie. Donc c'est le plus haut, résultat, de vente pour un bijou, prix le plus élevé pour un bijou acheté en crypto-monnaie. Donc c'était une vente avec un lot unique. Donc c'est très jeune, asiatique, nouvelle technologie. C'est aussi comme, des achats qui ont du sens. Donc, actuellement, nous avons, des ventes, qui se font avec, de la crypto-monnaie, des NFT, mais qui sont aussi dans le but de financer, une fondation, donc, on fait énormément de ventes dans cette optique-là. Actuellement, par exemple, nous avons en ligne, un entre Nike et Louis Vuitton, pour une vente, de 200, paires, de baskets qui avaient été, designées par Virgil Abloh, et les fonds iront, à la fondation qu'il avait montée pour l'éducation de jeunes, à ascendance africaine. Actuellement, les 200, baskets sont, entre 5 000 15 000 pounds et on est déjà, la vente n'est pas finie, elle finira demain, mais on est déjà à des montants tels que 50 000 pounds. Donc c'est des ventes qui explosent. Ça, voilà, ça c'est tout à fait caractéristique de cette nouvelle catégorie d'acheteurs. Donc on a digital, on a luxe, on a vente qui a du sens et on a également customisation, personnalisation qui est très importante. Et dernière chose, et je finirai avec ça, c'est une clientèle aussi qui aime beaucoup les expériences, de vente mixtes. Nous avons fait pendant le confinement des ventes, live stream où en fait la vente était, en retransmission, depuis plusieurs pays. Évidemment comme on n'a pas pu, voyager pendant cette période, on a pu faire des ventes qui étaient filmées, en même temps à Londres, New York, Hong Kong, avec des acheteurs, en présentiel et un commissaire-priseur, à Londres ou à Paris et la vente, retransmise avec des enchères en live, dans ces différents pays. Donc là encore, c'est des acheteurs, qui aiment la technologie, qui aiment, mêler les ventes traditionnelles avec, les ventes digitales. Voilà, donc un profil, nouveau pour nous. Je crois qu'on a su prendre, effectivement avec la maison Sotheby's, le tournant de ce digital-là et c'est évidemment maintenant, notre médium privilégié pour réaliser, les ventes aux enchères. Merci beaucoup Magali. Alors c'était très, très riche, de la data. Vous êtes allé vraiment en toute transparence et je vois beaucoup d'éléments d'intersection justement avec l'étude Catchpoint, avec ce goût de l'intersection justement de mixer, différentes univers, de collections, cette obsession du sur-mesure et autres. Merci beaucoup Magali. On vous retrouve Merci. en tout cas dans, la table ronde. J'appelle, en scène, Arnaud Carrez, vice-président de Cartier et CMO. Merci beaucoup, Arnaud. Vous intervenez régulièrement sur le journal du luxe. Et moi, j'ai une question à vous poser. C'est un petit peu la même. C'est non pas un secret. Hein, vous avez posé la question. C'est pas un secret, c'est un savoir-faire. Quel est ce secret qu'a Cartier à la fois bien sûr d'avoir des icônes, mais de les perpétuer, de leur donner toujours plus de modernité et
tout en créant de nouvelles icônes. Donc, ce talent iconique de Cartier, est-ce que vous pouvez nous révéler, non pas une recette, mais, quelques principes fondateurs? Et bienvenue encore, Arnaud. Merci Eric et un grand merci et absolument ravi de participer, à cette table ronde. Alors la question, elle est effectivement, passionnante et comme vous le disiez, elle est, quelque part au cœur des priorités et des préoccupations de la maison parce qu'on a la chance, absolument unique d'avoir, autant de collections iconiques, joaillères et horlogères. Donc c'est un exercice effectivement, de tous les jours. Alors peut-être avant de vous répondre, je voudrais revenir sur le terme icône parce que, c'est vrai qu'il est, souvent utilisé, il est parfois, galvaudé et c'est vrai que chez nous, bah, il a une importance absolument, colossale et c'est vrai il est pour nous, enfin, il décrit pour nous, des créations qui ont cette puissance de vivre, par elles-mêmes, au-delà des époques qui les ont vues naître et ça, c'est un point absolument, essentiel et de rester, à travers les décennies, des objets de désir et d'émotions fortes et les icônes de quartier sont des objets qui durent, sont des objets qui se transmettent de génération en génération avec beaucoup de plaisir et donc elles traversent le temps et elles traversent, aussi les frontières. On parlera tout à l'heure, elles sont par essence, universelles et quand vous regardez, des collections comme Love, comme Tank, comme Santo, comme Juste un Clou, Ballon Bleu, plus récemment, en fait, ce sont des collections qui jalonnent l'histoire créative de la maison, qui sont quelque part constitutives, de son patrimoine culturel et qui sont aussi, porteuses de mémoire et quand on dit porteuses de mémoire, en fait, elles sont, porteuses de mémoire pour la maison parce que, la maison est intrinsèquement, liée à ces icônes. Donc il y a des sujets d'héritage, des sujets de savoir-faire. Elles sont aussi porteuses, de mémoire pour ceux et celles, qui les ont acquises, qui les ont portées, qui les ont, transmises et ça, c'est un point, absolument fondamental. Le dernier point, c'est aussi, et c'est probablement le plus important, c'est que les icônes, elles sont, reconnaissables entre toutes. Donc, elles se définissent par la singularité de leur style. Leur design est unique. On dit souvent chez Cartier que le style est l'objet et un autre point dont on parlera tout à l'heure, elles sont, je veux dire quasiment toutes féminines et masculines car, la neutralité, consensuelle, n'est pas Cartier et on en reparlera tout à l'heure. Alors en fait, comment est-ce que la maison, perpétue, t-elle ses icônes actuelles tout en créant de nouvelles? En fait, l'histoire des icônes, elle est, indissociable de ce qui fait l'identité de la maison. Donc ça, c'est, absolument, clair. Depuis, 1847, donc année de la création, de Cartier, on voit que l'histoire de la maison s'est, constamment, confondue avec celle de ses icônes et avec des objets qui doivent être, constamment en résonance avec le temps présent et qu'ils sont. Si vous regardez par exemple la montre, Santos qui a été créée en 1904, elle a été relancée, en 1978, puis relancée, en 2004 pour célébrer le centenaire, puis relancée en 2018 et à chaque fois, elle est juste, elle est pertinente. C'est le cas de la bague Trinity, vous voyez, qui a, elle, été créée en 1924, donc on s'approche, tout doucement du centenaire, si vous calculez. Voilà, dans 2 ans, on aura, la chance de célébrer son centenaire avec des très belles surprises et dans le même temps, l'histoire de Cartier, elle se confond aussi avec, de nombreuses collections toujours plus audacieuses, singulières et donc en fait, chez nous, pour répondre à votre question, il n'y a pas vraiment de stress, ou de pression par rapport, au fait de lancer, une nouvelle icône et finalement, quand on lance, des collections, donc elles ont beau être très audacieuses, très créatives, on ne décrète absolument pas, si elles vont devenir, iconiques ou pas. Donc une icône, ça ne se décrète pas, ça ne se convoque pas et finalement, celle qui acquiert ce statut, d'icône, eh ben, elle l'acquiert avec, le temps et ce temps, il peut être court, il peut être long. Si vous regardez par exemple, la collection Clash qu'on a lancée il y a 4 ans, en fait, elle est déjà en train d'entrer dans la cour des grands, vous voyez? Après, seulement 4 ans d'existence. Donc finalement, quand on regarde, nos collections iconiques avec du recul, en fait, à un moment de leur histoire, elles vont, provoquer,
ce qu'on appelle, quelque chose d'unique, une forme de, charge, symbolique et émotionnelle et tout à fait particulière et en fait, c'est là qu'elles vont, acquérir ce statut d'icône. Donc nos icônes, elles sont, notre engagement principal, comme vous pouvez vous en douter, parce qu'elles sont, très importantes, en termes de vente, bien évidemment, en termes d'image, pour la maison et elles portent en elles-mêmes, cette puissance de réinvention. Vous voyez, quand on parle de, transformation, de métamorphose, bah, quand on regarde ce qu'on a fait, depuis la création de Cartier et depuis, la naissance de ces icônes, en fait, leur ressort, créatif, il est absolument, inépuisable et c'est un exercice et j'insiste là-dessus, c'est un exercice qui est extrêmement difficile pour les studios de création. Quand on ose, vous voyez, les faire, évoluer, c'est un exercice, sensible parce qu'elles sont déjà très justes, très pertinentes et donc on fait bouger, des choses, des éléments, de manière très subtile, mais à chaque fois, leur réinterprétation, elle vient enrichir leur histoire. Je me Le permets, j'ai dernier une petite question, juste, ouais, pardon. on voit ces tribus, quand on voit, chez De Beers ou d'autres amis, on sent qu'il y a une passion joaillière. Il y a une Mmh. passion, il y a une faim même, j'ai envie de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, le rythme pour entretenir le feu, il est plus vif qu'il y a 5 ans? Non, non parce qu'en fait, finalement le temps long, je pense qu'il est encore plus fondamental aujourd'hui et finalement ce que nos clientèles, disent, en tout cas, aujourd'hui, de nos icônes, c'est elles sont des marqueurs, culturels, des marqueurs émotionnels forts, mais elles sont aussi, des marqueurs de réassurance pour nos clientèles et ça, c'est un point, Céline en parlait tout à l'heure, c'est un point absolument, fondamental, quand on regarde, durant ces 2 dernières années, en fait, nos icônes n'ont, jamais été autant plébiscitées, et ça, c'est important. Vous voyez, quand on regarde, la campagne Culture of Design qu'on a démarrée, il y a 1 an, donc qui était, prévue, bien avant, le covid. En fait, elle a trouvé, une résonance, absolument parfaite parce qu'elle répondait, parce qu'elle venait, parfaitement en adéquation avec les attentes, avec les désirs de nos clientèles et quand je dis, de nos clientèles, c'est quelle que soit la génération. Donc c'est aussi bien les jeunes clientèles dont vous parliez ou alors des clientèles, plus matures et ces icônes, elles n'ont pas de frontières. Donc on dit qu'elles sont, universelles et qu'elles sont multigénérationnelles. Pardon, j'étais, plongé dans vos mots. On voit que le mot innovation, il est là, il est bien là dans chacun d'entre vous. Merci Arnaud, on vous retrouve. J'appelle Antonio Carriero, Chief Digital Officer et technologique de Breitling. Alors, Antonio, on a échangé beaucoup ces dernières semaines. Alors, vous êtes un peu digital prophète hein, ici. Vous avez, et vous avez des points de vue extrêmement forts. Je suis en fait vraiment tombé sur votre cogito et était très fortis puisque vous avez eu une espèce de punchline que j'ai envie de vous d'entendre décrypter en disant l'e-commerce hier c'était la cerise sur le gâteau, maintenant c'est le gâteau. Antonio, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette punchline un peu définitive? Avec plaisir. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Alors, c'est au-delà de la punchline, mon affirmation. Il y a deux éléments dans tout ça. Pour les gens qui ont travaillé dans l'e-commerce et le luxe, ces 15 ou 20 dernières années, donc je reviens très longtemps en arrière, les premiers qui parlaient du digital, on parlait seulement d'Internet. L'e-commerce, c'était quelque chose qui était absolument banni. C'était même pas un sujet de discussion. Il y a 15 ans, il y avait très peu de marques de luxe qui avaient déjà osé le premier pas dans l'e-commerce. Euh, Ça a changé. Ça a changé, heureusement. Il y a eu des accélérations qui sont faites par étapes. Donc, du coup, si au départ c'était juste une série ou quelque chose un peu euh, presque symboliquement séparé en dehors du contexte des activités commerciales de la marque, avec le temps, c'est devenu quelque chose de presque fondamentalement central. Je prends un exemple. Il y a 10 ans, 15 ans, quand on voulait faire une discussion très concrète sur l'activation e-commerce pour une marque de luxe, il n'y avait pas beaucoup de monde autour de la table. C'était considéré comme quelque chose vraiment de marginal. Aujourd'hui, en fait,
tout le monde est autour de la table. Tout le monde se considère le père et la mère de l'e-commerce, de la marque de luxe dans laquelle il travaille. Donc, il y a eu un véritable changement dans la compréhension de l'outil, dans la dynamique, non seulement liée aux ventes, mais aussi à la dynamique d'engagement avec le client final. C'est une première dimension qu'on est passé de la cerise au gâteau. Et puis, il y en a une deuxième, c'est vraiment la marge contributive de l'e-commerce en tant que tel. L'e-commerce est ajouté comme un canal de vente additionnel aux canaux de vente classiques, donc retail, boutique, boutique interne, boutique externe, le wholesale au sens classique du terme. L'e-commerce est ajouté. Au départ, quand il s'est ajouté, il y a 10-15 ans, ou il y a 10 ans, il n'était pas fondamentalement important d'un point de vue de la visibilité. Il n'y avait pas de compétition sur le produit. On est quand même dans un contexte de scarcité. Les éditions sont limitées, la production est limitée. Mais l'e-commerce n'était pas en compétition avec les autres canaux, donc on peut marginaliser. Ça a changé complètement et quand l'e-commerce a commencé à devenir un problème fondamental d'allocation de produits, quel produit pour l'e-commerce? Euh, Comment on va décider des priorités entre les différents canaux? Comment on va distribuer les 1000, 2000 ou 2500 pièces d'une édition limitée à travers 2000 points de vente, y compris l'e-commerce? Quel est l'impact de tout ça dans la dynamique aussi média de la marque, dans la promotion et le support des différents canaux de vente? Donc, un rôle un peu marginal, presque ignoré, on pouvait l'ignorer parce qu'il n'y avait pas de compétition, surtout au niveau de la disponibilité des produits. L'e-commerce a pris une partie de plus en plus importante et est devenu un problème. Alors, il y a deux manières de résoudre le problème. L'ignorer, je ne sais pas si c'est une manière très intelligente, mais ça se fait aussi. Ou bien essayer de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, l'e-commerce commence à prendre de la place. Et certaines marques, certaines maisons ont bien compris qu'en fait, il s'agit du changement structurel du comportement utilisateur. En fait, ce n'est pas l'e-commerce qui prend de la place, c'est le fait que le comportement utilisateur vis-à-vis de l'e-commerce a complètement changé en 20 ans de digital. Et donc, du coup, l'e-commerce aussi pour les marques de luxe prend une partie plus importante dans la manière avec laquelle nous, clients, on interagit avec les marques et on décide d'acheter. Donc, dans cette dynamique, euh, la partie intéressante a été celle quand les marques ont commencé à revoir le modèle de distribution pour donner de la place à l'e-commerce d'une manière plus saine. Alors, il y a dit, on peut parler de la notion de customer journey, l'engagement avec le client à travers les différents touch points. Le client, de facto, comme vous ou moi, on vit tous une vie qui est essentiellement digitale. On a eu bien sûr des contacts très physiques avec la réalité qui nous entoure, mais notre modèle notre écosystème de prise de décision est essentiellement influencé par notre environnement digital en tant que tel. Donc, quand on analyse tout ça dans le contexte d'une marque, ça veut dire aussi de donner de la place à l'e-commerce pour qu'il puisse se développer d'une manière saine, avoir un impact sur le modèle de distribution, et ceux qui développent le potentiel en tant que ce que moi j'appelle le equity value de la marque en tant que telle. En pourcentage de vente e-commerce, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais c'est la marge contributive de ce vente à la valeur de l'entreprise en tant que telle. Alors quand je lis souvent des articles, on dit bah, l'e-commerce ne sera pas plus que 10 à 15, 20, 25 à 30% dans le contexte du hard luxury pour une marque horlogère. Si je prends le contexte de Breitling, dans certains marchés, on est bien au-delà de 20%. Donc, ce n'est plus la question de pourcentage, c'est la question comment est-ce qu'on limite nous-mêmes le pourcentage? Est-ce que si nous sommes, par rapport encore à notre modèle de distribution, en train de limiter ce potentiel, ou on arrive à le développer? Et je pense, si on réfléchit de plus en plus aux besoins du client, au comportement du client, on arrive à développer l'e-commerce au-delà de cette cerise marginale qui amène une valeur au niveau de vente à quelque chose qui peut représenter l'intégralité, une grande partie, en tout cas, de la valeur qu'on génère pour l'entreprise avec ses ventes. C'est un canal de vente directe avec une scalabilité au niveau du coût qui n'est pas comparable à celle des autres. Donc, on n'a pas besoin de tout vendre online, hein. Ce n'est pas ça le modèle. On a un besoin essentiel de points de vente physiques pour le bien du client, qui est la chose la plus importante. Et on a besoin de points de vente multimarques, encore une fois, pour avoir un choix. On a besoin de pouvoir comparer et choisir. Mais l'intérêt de l'e-commerce, c'est cet empowerment du client final qui peut acheter à n'importe quel moment, qui peut décider de le faire dans n'importe quelle condition
Et donc, du coup, si l'entreprise ou la marque, la maison a compris cette dynamique, changer le modèle d'organisation, changer le modèle d'allocation, changer encore une fois le modèle de distribution, l'e-commerce va se développer inévitablement parce que nous-mêmes, en tant que clients, acteurs du marché, du luxe en général, on a complètement changé nos habitudes en 20 à 25 ans. Donc, ce que j'ai vu dans certains contextes, c'était assez intéressant comme au départ, l'e-commerce un peu marginalisé, a pris de la place, donc est devenu une sorte d'ennemi à abattre, mais souvent c'est parce que pas bien compris. Et une manière pour le faire, c'est charger à l'e-commerce des coûts qui ne sont pas propres. La structure de coûts d'une marque de luxe entre la partie admin, la partie marketing et la partie sales and distribution est déjà bien équilibrée. L'e-commerce est venu à créer un problème dans ce contexte-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de charger des coûts sur ce pauvre e-commerce pour entre guillemets, le calmer. Le changement de structure de coût, qui est pour moi une conséquence naturelle dans l'évolution de l'organisation d'une marque de luxe, permet vraiment l'envol de l'e-commerce dans toute sa marginalité positive, qui amène cette valeur, cette brand, cette value equity, qui est pour moi une manière de mesurer la véritable contribution de l'e-commerce au gâteau, donc du coup une grande partie du gâteau. Donc voilà, c'est un peu dans cette double dynamique que je vois cette évolution. Beaucoup. Quel sens de la pédagogie. Et puis, je rejoins quelque chose, parce que c'est une vraie question. Aujourd'hui, je pense qu'on va basculer dans un autre monde. Fin de la pandémie, on y croit, et beaucoup se posent la question en disant, ben voilà, l'e-commerce qui explose, c'était un phénomène dû au confinement et autres, mais je pense que vous apportez une réponse. Quand on donne du pouvoir au client, il ne le reprend jamais. Donc, je pense qu'en effet, tout ça est là pour durer dans ce futur. Et donc, merci beaucoup. On passe à la troisième étape, c'est l'étape de la table ronde. Donc, chers amis, je vous demande d'ouvrir vos caméras, pas vos micros, on va faire comme ça pour essayer d'avoir une bonne qualité sonore. Bien sûr, la question, elle est dédiée à tout le monde. Dès que vous voulez répondre, vous ouvrez le micro ici. Juste, je sais qu'il y a eu du flou sur la présentation, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est la chance d'avoir le journal du luxe. Vous aurez un article qui ira en profondeur pour exprimer les 4 tribus de l'étude Catchpoint. Donc, première question, on en a parlé, hein, on va commencer, qui dit futur dit jeunesse, c'est normal, la clientèle Z. Quelle est votre vision de cette clientèle Z? Et puis, des dimensions stylistiques, on l'a à peine effleuré. Aujourd'hui, finalement, c'est une génération qui casse complètement les codes. Et le premier code, et c'est un code quand même structurant pour nous les vieux, entre guillemets, c'est la notion de genre. Or, on sait très bien que tout ce qui est case, ils le détestent. Et la première case qu'ils ne peuvent pas voir, c'est cette notion de gender. Donc, comment vous répondez à ce désir de gender dans vos créations ici? Et au-delà de ça, en termes de persuasion ici, comment arriver à expliquer tout en étant désirable? La parole est à vous. Moi, je Alors, ah, Céline, à vous l'honneur. merci Arnaud. Pour moi, la clientèle Gen Z, elle est plurielle et clairement well-versed, comme on dit à Londres. Vous allez me pardonner le franglais parce que j'ai passé trop d'années à l'étranger dans l'outil marketing. Donc, c'est une clientèle digital native qui fait attention à la promesse, au greenwashing, différents éléments qui ont été abordés par Mehdi dans la présentation. Et donc, rompu à l'outil marketing, et on le voit, donc c'est toute cette clientèle activiste sur les réseaux sociaux, elle écoute, elle check ce que les marques font au-delà des effets d'annonce. Pour moi, c'est intéressant, c'est une clientèle qui nous keep in check parce qu'elle est très, très, très vigilante. Pour ce qui est de la remarque sur le no gender, alors moi, je parlais plutôt de gender fluid parce que cette génération, elle transgresse plutôt les codes du genre plutôt qu'elle les rejette, dans le sens où ce qu'on observe aujourd'hui en Asie en particulier,
c'est une clientèle d'hommes qui commence à porter beaucoup, beaucoup de joaillerie, joaillerie qui était au départ destinée aux femmes. Mais voilà, on transgresse les codes féminin-masculin parce qu'on a envie de s'exprimer différemment et pas forcément dans une case, comme Eric, comme tu le disais. Donc, ce serait peut-être des premiers éléments de réponse Louis par rapport à XV tes questions. Louis XV est de retour, hein. Question et sur l'horlogerie, est-ce que cette, du coup, est-ce qu'on retrouve, aussi ce gender fluide? Oui, oui et non, inévitablement, inévitablement. Alors, quand on pense aux créations d'une marque horlogère, on se pose souvent la question par rapport à la taille de la montre. Bah, moi, c'est une question très personnelle. C'est porter une montre avec une 43, 41, 38, 34, 30, 28. Inévitablement, c'est pas, c'est la question que beaucoup de marques se posent, comment se positionner d'une manière beaucoup plus transparente et transversale par rapport à cette dynamique, en sachant aussi qu'on essaie de cibler d'une manière très précise aussi les genres en tant que tels. Si je pense au contexte de Breitling, on a une marque qui inévitablement a une connotation très masculine. L'historique, l'histoire de la marque, l'imaginaire, l'écosystème de la marque dans laquelle elle a vécu pendant toute sa vie était très masculine, lié à l'aviation, en tout cas des zones d'action. L'homme en tant que tel, le pilote, pas la pilote. Donc du coup, mais en tant que marque, on essaie d'une manière progressive de sortir de cette niche dans laquelle on se sent tous à l'étroit. Et d'une manière progressive, et bâtir autour en tout cas de quelques fondamentaux dans les valeurs de la marque, le nouveau imaginaire dans lequel il y a des valeurs nouvelles qui remontent, valeurs dans lesquelles les nouveaux clients, que ce soit la génération Z ou bien d'autres générations, la mienne y compris, se reconnaissent d'une manière différente. Ce n'est pas la problématique du gender n'est pas limitée aux gens qui sont de la génération Z. On se pose tous les mêmes questions. On vit tous dans le même monde. Donc aussi, j'ai besoin de retrouver certaines valeurs dans les marques qui m'entourent, y compris les marques de luxe. Et c'est ça quelque chose de très, très important. On veut ouvrir, donc, on travaille sur l'ouverture de la marque dans ce contexte-là. On travaille sur les piliers de valeurs qui seront plus en phase avec l'écosystème dans lequel on vit. Inévitablement, tous nous, y compris la génération Z. Mais on n'a pas, en tant que marque, en tout cas dans le contexte de Breitling, on ne cible pas la génération Z en tant que telle. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. J'ai une petite Oui. Pardon, oui, oui, mais c'est clair que la notion de case. Moi, j'ai une petite question du coup. Alors, c'est un petit peu pour aussi à Arnaud. Je vois une question en chat, j'en profite, Z, mais qui va au-delà, hein. Que pensez-vous du coup de l'essayage AR? Je crois qu'il y a des expérimentations avec Snap. Est-ce que c'est quelque chose du coup qui est vraiment utile? Ce n'est pas un gadget. Est-ce que justement ces essayages montres ou diamants en AR ont un véritable impact? Et est-ce que c'est pour les aides ou c'est pour tout le monde? Alors, c'est Essayage pour virtuel pour, non, le alors, domaine. moi, personnellement, en fait, moi, j'ai une opinion très précise sur ça. Je déteste la gadgetisation de l'expérience. La technologie ou les technologies digitales sont dans l'empowerment du client, de la personne. Mais la gadgetisation n'est pour moi pas vraiment très intéressante. C'est intéressant d'expérimenter parfois de nouvelles formes, mais c'est pas autour de ça qu'on va bâtir une relation nouvelle et différente avec un client nouveau ou un ancien client. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de fondamental dans la dynamique de présentation de la marque ou de discovery de la marque, de découverte de la marque vis-à-vis d'un client final. Ça peut aider dans certains cas, mais pas forcément dans les cas de relations directes. Mais je ne pense pas que ce soit fondamental, et surtout pas fondamental pour une audience spécifique qui est la génération Z. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud, Céline, Magali? Bah, je suis très d'accord avec Antonio. Je pense que la course à la technologie, pour la course à la technologie, je pense qu'elle n'a pas de sens. Donc, je pense que l'innovation doit effectivement servir l'expérience client. Donc, si on le fait, ça doit être effectivement juste et répondre à des attentes de nos clients, lui permettre d'avoir une expérience encore plus intéressante.
Donc cette course effrénée, elle est, à mon sens, pas pertinente. Donc c'est important. Il faut effectivement d'évoluer, avec son temps, mais il faut toujours avoir en tête, qu'on le fait, pour nos clients et donc il faut, effectivement bien comprendre, leurs attentes, leurs désirs et quand on démarre quelque chose, il faut que ce soit, je veux dire avec une qualité, absolument irréprochable. L'autre point, juste pour revenir, Eric, sur le point de la Gen Z et pour faire écho, à ce que disaient, mes camarades, je pense on a un peu tendance à les voir, comme un groupe à part entière et comme un groupe, très homo et en fait, on se rend compte que, je veux dire entre les États-Unis, la Chine, et le Japon, il y a des divergences, de plus en plus fortes. Les Gen Z, américains, japonais et chinois, n'ont pas les mêmes comportements, n'ont pas les mêmes aspirations, et donc il y a beaucoup de nouveaux sujets, qui sont en train d'émerger, des sujets d'incarnation aussi, et on voit la difficulté, aujourd'hui d'avoir, parfois, des incarnations, globales. Elles sont plus ou moins, aspirationnelles, selon les marchés. Donc il y a un vrai, besoin, je veux dire de comprendre, de travailler, main dans la main avec l'ensemble des marchés, pour pouvoir, comprendre au mieux, les aspirations, de ces nouvelles clientèles et elles sont, comme le disait Céline, elles sont, je veux dire très, au fait, de ce qui se passe. Elles regardent, le luxe, dans un rapport, parfois, très distancié, très clivant aussi et donc tous les enjeux, de réputation, d'image sont encore, plus présents et on voit effectivement, que les choses peuvent, évoluer, de manière, très négative, sans qu'on s'y attende. Donc il y a un sujet, de positionnement, il y a un sujet d'image, il y a un sujet, Céline en parlait tout à l'heure, quand on parle de création, les créations qui sont, notre raison d'être, elles sont, je veux dire des marqueurs, absolument déterminants en termes de réputation, et en termes de désirabilité. Mais c'est pas un dû, c'est qu'à un moment donné, quand on parle, de prix, de prix juste, quand on parle, de, valeur intangible de nos objets, quand on parle effectivement de sustainable sourcing, enfin de tous ces sujets, ils font, partie intégrante, de l'écosystème et donc nos clients sont, de plus en plus vigilants et on voit qu'aujourd'hui, et c'est, ce qu'on s'efforce de faire, chez Cartier, heu, tout seul, sur certains sujets, c'est très compliqué et c'est pour ça qu'on avance aussi, je veux dire en collaboration avec, d'autres marques, d'autres groupes parce qu'on est, face à des aspirations, des attentes de plus en plus, compliquées, de plus en plus hautes de la part de nos clientèles et ensemble, on arrive à adresser, les sujets de manière plus forte et plus efficace. Je suis ô combien d'accord, avec vous, la Z n'existe pas en elle-même, c'est vraiment un archipel de tribus aux aspirations radicalement différentes. Mais par contre, il y a un point où ils se rejoignent et c'est une question à Mehdi du coup. Alors, on a parlé de gadgets un peu technologiques, c'est bien de la l'AR, de la VR, mais à un moment donné, c'est juste le site qui marche et c'est vrai que vous êtes un radiologiste, du site, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément, complètement, compris, vous mesurez la performance. Donc la performance, c'est toutes les temps de chargement des pages, aussi que les pages ne cassent pas. Ici, aujourd'hui, cette génération Z, elle supporte pas l'attente. Elle est aussi exigeante. Enfin, c'est comme si on attend 30 secondes une page, c'est comme ouvrir pendant 30 secondes d'un magasin Tiffany ou Vraiment, autre. voilà, il faut voir ça dans le contexte physique aussi. Personne, aucun de vous ne va attendre 30 secondes ou 30 minutes pour que quelqu'un vienne vous ouvrir une porte. Et donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Les téléchargements d'une page, bon, c'est une des choses qu'on fait, évidemment, parce que délivrer une expérience digitale, c'est très, très complexe. C'est aussi complexe que créer une montre, parce que parfois, je vois, par exemple, le site de Cartier, il y a environ 300, il y a 300 requêtes qui sont faites pour afficher leur très belle page. Et chacune de ces requêtes peut vraiment être un maillon, le maillon faible. Donc, avoir cette visibilité très importante.
Antonio a fait un discours magnifique. J'espère que beaucoup de gens dans l'industrie vont écouter parce que c'est très sage. Ce n'est pas le gadget, pour le gadget, évidemment, ça ne sert à rien. C'est parfois juste donner l'écoute au client. Si le client veut, par exemple, prendre rendez-vous avec la boutique Cartier à Los Angeles ou à New York ou visiter la boutique Breitling, il faut juste pouvoir donner accès à ce genre d'interface digitale au client. C'est ce qu'il cherche peut-être. C'est pas uniquement le AR. Je pense que le monde du luxe va devoir suivre certaines autres catégories. Par exemple, Tesla. Personne ne pensait il y a 10 ans d'acheter une voiture à 100 000 dollars en ligne, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous avait dit, vous auriez dit on va acheter une voiture à 100 000 euros en ligne, beaucoup de gens auraient peut-être rigolé. Je pense qu'acheter une montre à 100 000 euros ou 100 000 dollars, c'est tout à fait faisable en 2022 ou un bijou chez Sotheby's. Donc, et la même chose, on travaille avec une société qui est dans les meubles. Au départ, c'était le AR pour voir votre cuisine en temps réel chez vous. C'était très dur. C'est vrai qu'au départ, c'était du gadget, mais c'est leur outil qui fait maintenant, qui fait partie de leur meilleur canal de vente, canal de vente, pardon. Donc, il faut s'inspirer d'autres industries qui ont un peu d'avance, si vous voulez, mais ce que l'industrie du luxe à mon avis, comme atout, c'est d'avoir vu les échecs d'autres industries avant. Donc, vous pouvez dépasser ces industries et éviter les mêmes erreurs, par exemple, que d'autres sociétés au vertical, en fait. Merci Billy. On va passer à la deuxième question. Alors, elle est plus générale, on va oublier un petit peu les aides, mais ils sont dedans. Il y a eu cette crise Covid, on en sort, Dieu merci. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution, on va prendre la perspective, sur vos clients en 2 ans? Ou alors ça n'a pas changé? Moi, si je peux, Sûr. pour les ventes aux enchères, effectivement, comme on pouvait se déplacer, le digital a pris une place prépondérante et en fait, on voit que ce sont des clients qui aujourd'hui sont très friands d'expériences mixtes, comme je le disais, avec des live streams. C'est une clientèle exigeante et qui a besoin d'une expansion de l'offre. C'est une clientèle qui a besoin de choix, qui a besoin de sur des plateformes Buy Now ou également en ligne. Le Covid a clairement changé notre mapping dans le monde. Aller chercher les clients là où ils sont. On a fait des pop-up stores dans les Hamptons où les gens étaient à cause du Covid dans leur maison de vacances. On a ouvert aussi on a fait des ventes à Las Vegas. On a ouvert des pop-up stores à Monaco où on a fait des ventes. Donc c'est aller chercher le client, multiplier les innovations et les plateformes digitales. Pour l'innovation, en fait, nous, le Covid a accéléré et on reparlera des NFT, mais par exemple, les plateformes, aujourd'hui, on fait des ventes avec des ventes de montres ou de dessins de montres avec des NFT. Également, ces NFT de, euh, d'authenticité, de permettre vraiment le transfert de ces biens comme étant authentiques. Et grâce à ça, vraiment, les NFT pour les ventes, ça a permis la réassurance des clients. Également, pendant le Covid, les gens se sont tournés vers les biens de seconde main parce que c'est vrai qu'il y a une prise de conscience en fait de
Oui, concernant, l'environnement, donc c'est vrai que les maisons de vente, en fait, ont fait du recyclage et du recycling depuis maintenant, 270 ans et les gens se sont tournés vers ces produits de seconde main, qui sont maintenant devenus, des produits de luxe. Donc c'est vrai que pénétration, pardon, Question. du, domaine du luxe et du seconde main, et de la vente de sneakers, par exemple, de Michael Jordan, qui a atteint des prix records, 1,5 million de dollars. C'est des choses qui sont assez, étonnantes et qui sont, des nouveautés, et qui sont apparues pendant cette période-là. Justement, je rebondis. Alors, oublions les usages et le digital pendant 5 minutes. Parlons de sens à proprement parler. Vous signez cette aspiration fondamentale sur du sociétal à proprement parler. Donc, le sustainable. Le groupe Richemont vient de nommer sa première Chief Sustainable Officer et c'est une grande amie. Mais, pareil, question pour vous, Céline ou Arnaud, cette aspiration au sustainable, à la traçabilité, c'est quelque chose de vraiment important pour vos clients aujourd'hui? Ah, si tu es OK, Arnaud, je vais commencer. Ah, oui, oui, acheter mieux, acheter moins et être conscient de l'impact sur l'environnement, l'impact sociétal que l'achat a, c'est une vraie préoccupation aujourd'hui. Euh, et c'est devenu fondamental, notamment pour les grandes maisons, pour les maisons de luxe. Pourquoi? Parce que ces maisons lead the way. On est responsable, on doit donner l'exemple, vivre mieux, vivre pour nos enfants. Le luxe a la responsabilité de montrer l'exemple. Donc, au-delà de... donc oui, c'est essentiel, Eric. Toutes les études que nous menons, et on n'est pas les seuls à mener ce genre d'études de tendance et de clientèle, le démontrent. On va arriver aujourd'hui, je le disais dans mon introduction, 20-25% des achats sont aujourd'hui motivés ou influencés par des considérations de traçabilité et développement durable et impact sociétal. On va dépasser les 40% très rapidement en partie aussi parce que le langage s'est libéré sur ces sujets-là. Les réseaux sociaux permettent d'amplifier ce que les maisons font bien ou de moins bien. Tout est fait en transparence aujourd'hui et donc voilà, on avance, on fait des erreurs, on apprend, mais le chemin est tracé. Et à mon avis, ça n'est pas optionnel, en particulier pour les grandes maisons. Mais je vais laisser Arnaud compléter. Euh, donc je suis entièrement quelque part la responsabilité sociétale et environnementale, elle doit faire partie intégrante, je veux dire, de nos sujets quotidiens. Et en fait, il y a pas de chemin possible. Et je pense que Luxe s'en rend compte. On est, je veux dire, par essence, on crée, on produit, on vend des produits qui, au premier abord, ne sont pas perçus comme nécessaires, même s'ils le sont. Et on l'a bien vu dans le contexte actuel, ils ont été source de plaisir pour beaucoup de nos clients. Mais quelque part, il n'y a pas d'autre chemin possible, de surcroît dans l'industrie du luxe. Et donc, notre engagement en tant que maison de luxe, c'est vraiment d'améliorer le monde, d'améliorer la société et les communautés. Alors effectivement, comme le disait Céline, je veux dire, tout n'est pas simple, tous les sujets n'appellent pas de réponse immédiate. Il y a parfois des sujets plus compliqués que d'autres, mais en tout cas, la trajectoire, elle est très claire. Et l'innovation produit, elle doit effectivement être en adéquation avec ce sujet de crédibilité environnementale. Et c'est la stratégie, alors, des grands pas, des petits pas, ça dépend des sujets,
voyez, quand on a lancé, cette année la Tank Must, avec le cadran, solaire, il y avait un enjeu de design, d'esthétique et il était absolument, impensable d'imaginer qu'une Tank Must, Solarbit soit moins belle qu'une Tank classique. Donc il y avait un vrai, enjeu de design et dans le même temps, on est venu avec une, voilà, avec une nouvelle solution, sur le bracelet, je veux dire en cuir non animal, fabriqué à partir de résidus de pommes. C'est une première étape. On sait qu'on pourra, s'améliorer, mais c'est pareil, sur des sujets comme l'or recyclé. Vous voyez aujourd'hui, 97 de nos collections, joaillères et horlogères utilisent de l'or recyclé. Donc ça a un impact, absolument considérable sur nos émissions carbone. Vous voyez, sur un bracelet Love, quand on compare, un bracelet Love, fabriqué en or recyclé versus un bracelet Love fabriqué, en or minier, on réduit notre empreinte, de 300. Vous voyez, on la divise par 300. Donc ce sont des grands pas. Après, il y a d'autres choses qui sont Ouais. perfectibles, mais en tout cas, on avance et il n'y a pas d'autre option. Est-ce que derrière, c'est ce qui va nous faire, vendre beaucoup plus? En fait, c'est pas le sujet. On doit être dans une croissance, responsable et on n'a pas d'autre alternative que ce chemin. De toute façon, l'objet de luxe étant, le trophée des engagements de ses clients, si, une marque est classée comme sale, ça veut dire que quelque part l'objet que vous possédez, vous êtes vous-même sale. Donc, quelque part, c'est à la fois du sens et c'est du bon sens, j'ai envie de dire. Donc, merci. Alors, une question, on revient, vous savez que dans le journal du luxe, on aime aller en profondeur de la data, puis puisqu'on a des marques, je vous tiens, parce que c'est vrai que, on a des chiffres globaux par rapport à l'e-commerce, Anthony nous a donné, 20-30. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est de savoir aujourd'hui, c'est quoi le profil des acheteurs e-commerce? Qu'est-ce qu'ils achètent? Quels sont leurs comportements d'achat? Et là, c'est valable, bien sûr, à la fois pour Magali, Arnaud et notre grande table ronde. Alors moi, je peux me permettre, ils achètent, Oui, allez-y. ils achètent, ils aiment avoir le choix. Donc, ils vont acheter des choses, customisées déjà. Donc, on a eu beaucoup de partenariats, comme, par exemple, on a vendu des skateboards Suprême avec des vêtements et accessoires qui ont pu être customisés par des artistes. On a beaucoup donc de streetwear customisés par des artistes, proposés aux ventes aux enchères. Donc c'est une clientèle e-commerce qui aime le recyclage, les biens recyclés, les biens customisés, l'élargissement de catégories. Donc ça va être des catégories nouvelles comme le vin également, les spiritueux, les baskets. On a eu par exemple notre première vente de sneakers en Asie, qui a extrêmement bien fonctionné. On a également, par exemple, là, en ce moment, on va commencer à Genève, Londres et Hong Kong, en fait, une vente de dessins de Gérald Genta, avec, il y a en tout 200 dessins qui sont accompagnés de NFT permettant l'authentification de ces dessins. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau et qui nous amène une clientèle différente et plus jeune. Et donc ça, c'est un vrai enjeu qui est lié à l'e-commerce. C'est vrai que nos ventes traditionnelles sont moins aux enchères traditionnelles physiques, sont moins adaptées à ces nouveaux comportements d'une clientèle jeune qui cherche la customisation, le partenariat, catégorie nouvelle. Merci. Antonio, Ah du oui, coup, volontiers. Non, mais donc si on revient à un contexte plutôt marque dans oui, lequel on a quand même notre gamme de produits à vendre. bien sûr. Alors, il y a un peu ces mythes que les clients qui achètent online sont plus jeunes, sont plus urbains. C'est pas le cas. Il y a aussi le mythe qu'ils n'ont jamais acheté dans une boutique physique avant, donc c'est pas le cas non plus. Il y a beaucoup de mythes autour de l'e-commerce en tant que tel. Et le plus intéressant, c'est, j'entends encore beaucoup parler de ça, elle doit sûrement avoir essayé la montre avant de l'acheter online. C'est absolument faux.
Nous, on le mesure très facilement, hein. On vend des produits en pre-sale, le produit n'est pas encore dans les boutiques. Il ne sera pas dans les boutiques pendant 3 mois, mais on vend Livré. l'assortiment en quelques jours. Donc, c'est vrai qu'il y a un véritable changement structurel dans le comportement du client final quand il s'agit d'acheter en ligne. Bien sûr, il y a une dynamique online, offline dans la décision qui est prise par le client. Mais ensuite, l'achat online n'est pas lié à une catégorie spécifique, à une audience bien spécifique. Ce que nous, on essaie de faire, c'est par contre d'aller chercher à travers l'outil e-commerce des nouvelles audiences avec des nouveaux mécanismes d'achat. Par exemple, on vend des montres en subscription, c'est-à-dire on n'achète pas le produit, mais on achète le droit d'avoir 3 montres en rotation pendant une année. C'est-à-dire que l'e-commerce devient l'outil pour accéder à la marque. Il n'y a pas de. C'est une autre manière d'accéder à la marque, beaucoup plus sur l'expérience, moins sur la possession physique. Et on a décidé d'utiliser que le canal online pour ce type d'achat. Et bien sûr, il n'y a pas de essayage physique qui se fait avant pour ce type d'acquisition, mais c'est une manière de adresser une nouvelle typologie de clients, une nouvelle clientèle. Au niveau des produits qu'on vend, hein, ce qui est très intéressant, c'est vraiment euh, ce qui se passe dans l'écosystème e-commerce, le miroir de ce qui se passe dans l'écosystème, ce que moi j'appelle on the street. C'est-à-dire, bien sûr, dans l'assortiment classique d'une marque, il y a le core de l'assortiment qui représente souvent 50% des ventes. On a les best-sellers qui représentent essentiellement 25% des ventes. Et puis, ce que nous on fait dans une dynamique purement e-commerce, on a des éditions limitées pour l'e-commerce, des produits spécifiques, des variations spécifiques que ne sont qu'accessibles qu'à travers le canal e-commerce, en tout cas dans un premier temps. C'est une manière aussi de gérer une forme différente d'accessibilité aux scarcités du produit. Mais ça, c'est pas une segmentation de la clientèle, parce que c'est ouvert à tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on voit l'e-commerce. L'e-commerce ne se positionne pas pour une happy few qui appartiennent à un écosystème très fermé. L'e-commerce pour les produits de luxe ou de montres, il est pour tout le monde. Ce qui a changé beaucoup après la pandémie, hein, c'est que beaucoup de monde s'attendait ou imaginait une forme de retour en arrière. Il y a eu un pic de vente e-commerce et du coup, on revient en arrière du moment que toutes les boutiques s'ouvrent ou sont ouvertes. Mais non, il n'y a pas ça. Mais il n'y a pas du tout. Et je pense que toutes les marques constatent à peu près le même mécanisme, hein. Il y a, oui, une évolution de vente en boutique, ben, tant mieux, mais il y a une continue évolution de vente online et c'est encore une fois lié à l'empowerment du client. Pourquoi je dois perdre du temps? Pourquoi je dois m'embêter plus que nécessaire quand je sais exactement ce que je veux acheter? Parce que ça correspond à mon imaginaire, mes valeurs, la marque me parle d'une certaine manière et j'arrive à comprendre. Je n'ai pas forcément besoin de changer un mécanisme qui m'a rendu très fort, très en contrôle, hein, de mon écosystème. Merci. Arnaud, Céline, l'e-commerce, du coup, chez Cartier, chez De Beers, le profil des clients, comment ça se passe chez vous? Bah, tout comme Antonio, en fait, je pense qu'on a parfois tendance à considérer les clientèles e-commerce comme des clientèles à part dans notre écosystème. Et en fait, c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, nos clientèles, elles naviguent entre le monde physique et le monde digital, je veux dire, sans aucun problème. Et donc, nos clientèles e-commerce, elles sont physiques. Et il y a des choses aujourd'hui dans notre écosystème qu'on arrive à voir, d'autres qu'on voit moins bien. Mais l'idée, c'est vraiment, en tout cas, c'est ce à quoi on s'attelle actuellement, c'est vraiment d'avoir une vision intégrée du parcours client, que ça soit au niveau du physique, du monde physique, au niveau du monde digital. Et sachant que ce parcours, alors c'est vrai que dans le contexte actuel, il est moins vrai, mais nos clients aujourd'hui achètent dans plusieurs endroits du monde, dans plusieurs réseaux. Donc on n'a pas des clients qui n'achètent que dans les boutiques. Antonio parlait tout à l'heure des réseaux multimarques. On peut avoir des clients qui achètent de la joaillerie dans une boutique Cartier, de l'horlogerie chez un multimarque, et c'est pas grave. Donc quelque part,
c'est la réalité d'aujourd'hui. Je pense que, pour faire écho à ce que dit, Antonio, je pense que, il y a un sujet de relation de confiance aussi, envers la maison, envers les marques, qui s'est, renforcée ces dernières années. Alors comme le disait, Mehdi, il y a un vrai, sujet d'être en adéquation, avec les aspirations de nos clients. Je pense que nos clients, n'acceptent plus, effectivement le fait d'avoir, des pain points, des points de blocage, des connexions, trop longues, des sites qui sont mal pensés. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi, un point de non-retour, comme disait Antonio, en fait, on va pas revenir au monde d'avant. Même nous, dans la manière dont on appréhende, notre retail de manière générale, et on le voit dans certains marchés, là où il y avait une espèce, d'obsession pour le taux de conversion, dans les boutiques. Alors quel est le trafic? Quel est le taux de conversion? En fait, dans un certain nombre de marchés, pendant la crise, on a basculé, sur des modèles hybrides. Donc on a des boutiques, de par le monde dans lesquelles, les clients, bah, prennent rendez-vous effectivement, sur les sites, viennent en boutique. Si vous n'avez pas préparé votre rendez-vous, bah, vous pouvez venir, à certains moments de la journée et donc on fait en sorte, je veux dire d'améliorer, l'expérience digitale pour pouvoir, effectivement, s'enregistrer, prendre rendez-vous en ligne avec, le vendeur, la vendeuse de son choix, venir en boutique, avoir une vraie expérience, intéressante, enrichissante et donc finalement, les 2 mondes sont complètement, aujourd'hui, Lié, imbriqués bien et sûr. donc on ne peut pas, penser l'un sans penser l'autre et nos clients, comme je le disais tout à l'heure, naviguent d'un monde à l'autre, sans aucun, problème et on parle des boutiques, on parle, des sites, mais il faut rajouter, les relation centers, tout ce qu'on fait, en termes de modération sur les réseaux sociaux. Donc tout cet écosystème, il doit être pensé, de manière intégrée et on doit faire en sorte, que tout ça, soit intégré en tout cas dans une réflexion globale. Donc ce qui n'est parfois pas simple, hein. Je vois des questions, il y a plein de questions qui apparaissent. Heu, on voit l'idée de personnalisation. Est-ce que vous pensez que le client, il a de plus en plus confiance et du coup, ce désir de personnalisation, il est puissant? Alors c'est ou de la personnalisation ou de l'hyper-rareté. On l'a vu avec nos héritiers qui ne jurent que par le super vintage extrêmement rare. Vous sentez cette, force du client, cette confiance du client, cet appel à la personnalisation et comment vous y répondez? Alors nous, ce qui concerne, les ventes aux enchères, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On va en effet, le côté, vintage, recyclage, mais, personnalisé par, des, artistes, des graffeurs. Ça parle, au monde, évidemment du streetwear. Ça parle aux acheteurs de sneakers et aujourd'hui, ça va aussi, vers, les montres. Donc, on va vendre, des montres vintage, mais qu'on va pouvoir, personnaliser, avec des partenariats avec, des designers, et on fait appel aussi, là le recyclage et le bien en fait ancien qu'on peut porter différemment, qu'on peut transformer, parle notre clientèle en tant que maison de vente, en fait, on fait cela, sans l'avoir mis en valeur depuis, de nombreuses années. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est mis en valeur, dans le cadre de notre maison de vente, Sotheby's et ça parle à une clientèle qui n'était pas du tout acquise, aux ventes aux enchères. Donc c'est vrai que le partenariat, la customisation, le streetwear, les sneakers et les nouvelles catégories, en fait, permettent à cette clientèle de venir aux ventes aux enchères qui, en fait, faisaient déjà de la customisation, du recyclage depuis longtemps sans spécialement, l'avoir mis en valeur. Mais aujourd'hui, cette clientèle, est justement de trouver dans, la vente de nos biens, de seconde main, toutes ces qualités, en fait. Une autre question, j'en profite. C'est vrai qu'à un moment donné, on a pensé que la montre connectée, pour pas citer l'Apple Watch, c'était le némésis de l'horlogerie, plus maintenant.
finalement, maintenant, on porte 2 montres, en fait, en même temps, la voilà, la connectée et la belle montre. Comment vous vivez les montres connectées en 2022? Ouais, très bien. Non, non, mais la montre connectée. Il y a une force Non, mais tranquille, là. ah oui, non, absolument. C'est pas, nous ne sommes pas dans la dynamique des montres connectées. Nous faisons des montres mécaniques, traditionnelles. Moi, je trouve magnifique qu'il y ait des montres connectées. Je trouve que ça a permis au poignet de redevenir un objet intéressant, en tout cas pour les hommes. Donc du coup, non, non, mais c'est très bien. Après, c'est des dynamiques complètement différentes. Tout ce qui est consumer electronics, avec leur mécanisme d'obsolescence aussi, qui est complètement lié. Arnaud parlait tout à l'heure, nos produits ne sont pas, il n'y a pas d'obsolescence. C'est des produits qui vont nous survivre Voilà, c'est tous. ça, oui. Mmh. Essentiellement, eux et peut-être les NFT qui les accompagnent. Mais une montre connectée d'il y a La 4 dernière ans, question, ne vous inquiétez pas, celle-là, elle brûle. En tout cas, elle va faire brûler le chat, hein, mais c'est tant Une montre, mieux. une montre connectée, non, elle va être changée 1000 fois, remplacée, évoluée, tout ça, chose que très bien. Je l'achète aussi, je l'utilise comme tout le monde, mais il n'y a pas de compétition. Mmh. Elle accompagne la vie du client, comme vos téléphones mobiles et que vous allez changer d'une manière systématique. Ça fait très bien, c'est très bien, c'est un outil de travail, c'est un outil de support, c'est une aide, mais c'est pas, ça peut être un outil de plaisir, mais c'est pas le même plaisir que un produit traditionnel, comme toutes les marques qui sont toujours autour de la table en produisent depuis euh, des siècles. Arnaud, vous vouliez, rajouter quelque chose peut-être? Très en phase avec, Antonio. Voilà, je pense qu'il y avait effectivement beaucoup d'effervescence, au moment, du lancement des montres connectées. Bon, ce qu'on voit, c'est que notre, activité ne s'est, jamais aussi bien portée, depuis Eh depuis, oui. l'accélération des montres connectées. Donc il y a effectivement, je vais dire un marché pour tous. Je pense que, voilà, les montres connectées, probablement un impact, plus fort, sur les marques, très accessibles. Bon, c'est pas notre cas. Comme le disait Antonio, voilà, je pense que notre rôle, est différent. La valeur de nos objets, n'est pas la même. Donc nous, il y a un sujet, effectivement de permanence, de durabilité. Ce sont des objets qui vont, effectivement, vivre après nous, qui vont être transmis, de génération en génération, ce qui n'est absolument pas le cas, des montres connectées. Donc, à un moment donné, on est sur 2 activités, différentes et après ça ne veut pas dire, comme on le disait tout à l'heure, ça veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à ces sujets, mais il y a un sujet de valeur perçue, et de valeur tangible pour nos clients. Donc bien évidemment, on fait évoluer, nos objets, on les rend, je veux dire plus qualitatifs, et ça, c'est un sujet de tous les jours. Donc, c'est pas uniquement, des objets beaux, ce sont des objets qui doivent être, parfaits d'un point de vue, fonctionnel, heu, et on doit être capable de les réparer, à vie et c'est le cas aujourd'hui chez nous. Une avant Dans votre oui, sens, allez-y, allez-y. Arnaud, 30 secondes. On n'a jamais autant vendu de montres de dames avec le remontage à la main, mécanique. Les montres des années 70 explosent. De- et c'est vrai que ça va exactement dans votre sens, Arnaud, de la transmission d'un patrimoine et qui ne correspond pas spécialement forcément à une appétence pour d'autres choses, mais bien un transfert de patrimoine et à une beauté de l'objet. Une question sur la communication. Alors, un acteur ancien est venu, est en train de casser un peu les codes, même appelé à se fâcher avec ses clientes, fidèles, Not Your Mother Tiffany. Est-ce que la communication, hard luxury, et horloge, joaillerie, c'est vrai que sur, l'horlogerie, quand on feuillette un magazine, on a l'impression de voir un peu la même communication. Je vois qu'il y a des grandes agences. Est-ce qu'en 2022, on va avoir ça va être l'année de l'audace pour la joaillerie et l'horlogerie en communication?
Je me fais mon mauvais diable là, hein, mais exprès. Oui, oui, c'est ce qu'on voit. Alors, bon, alors je vais commencer, mais bon, il est encore un peu tôt pour, voilà, pour vous en dire, beaucoup plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura, à nouveau cette année des campagnes, très audacieuses, des campagnes étonnantes, comme c'était le cas, en 2021, en 2020, vous l'avez, vu à la fin de l'année dernière, on a eu, une très grosse campagne, Love is All, qui a étonné, qui a surpris, bon, ce qui est, absolument fondamental chez Cartier, c'est qu'on est, dans le plaisir, dans la joie, dans l'émotion positive et donc la surprise, qui choque, qui crée la polémique, ou qui divise, c'est absolument pas notre, intention et je pense que c'est d'autant plus vrai, vous voyez, dans le contexte actuel. Les gens ont besoin, d'une émotion positive, ont besoin de se retrouver, ont besoin d'être connectés, les uns aux autres, connectés aux marques, de manière, rassurante, de manière positive et donc c'est ce qu'ils attendent, de nous. En tout cas, c'est notre identité, ce sont nos valeurs, fondatrices et c'est pour ça qu'on a, vous voyez, on a fait cette campagne, l'année dernière Love is All qui était, voilà, très joyeuse, très authentique, qui a été, salué de manière, unanime et donc on va continuer, dans cette voie. Alors on a déjà commencé parce que, la campagne, Chinese New Year était, quelque part, dans la parfaite cohérence, dans la parfaite continuité, de la campagne Love is All. Ce sera le cas, de la campagne Aïd, donc qui va démarrer très bientôt et on aura d'autres très belles suites, tout au long de l'année. Donc vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler. Sûrement. Céline, un point de vue justement, comment vous voyez la communication joaillière en 2022 et quels sont votre credo chez De Beers? Alors, mon point de vue, il est assez proche de celui d'Arnaud. On réinvente pas ses valeurs ou qui on est au gré des campagnes marketing. Pour le cas de Beers, nous avons lancé une campagne en fin d'année dernière, une campagne qu'on a appelée I Do, qui revisite en fait cette idée du commitment, de l'engagement, au-delà de la demande en mariage traditionnel. Donc, quel est notre commitment individuel auprès de nos amis, auprès de notre famille, auprès de la planète. Donc, c'est un retour au sens pour nous chez De Beers. Alors, on n'oublie pas la créativité et le besoin d'inspirer avec nos produits. Et merci Eric d'avoir parlé de la dernière collection de haute joaillerie au début de l'intervention. Donc, mais communiquer sur nos valeurs, sur ce que nous faisons dans les pays dans lesquels nous opérons les couverts de diamants. Ça, c'est important. Et puis, c'est un message qu'on n'a pas vraiment partagé ces dernières années. On fait beaucoup autour de la traçabilité, du développement durable. Et il est temps de prendre le sujet et de le partager avec le monde. Donc, on reste ancré dans nos valeurs, si je peux le dire comme ça, Oui, en parce qu'en plus, 2022. il y a cette dimension de parler du durable, de le démontrer tout en étant désirable. Il y a une Ouais, question sur la notion de traçabilité justement. Là, la traçabilité, elle n'a pas besoin de pouvoir magique, elle doit être authentique, véridique, certifiée. ouais. Alors, c'est plus simple pour De Beers parce que nous sommes présents dès la découverte du diamant La sur chaîne, toute toute la chaîne. toute la chaîne de valeur. Ce qui est intéressant est un projet que nous avons inauguré et lancé fin d'année 2020. C'est l'utilisation de la blockchain, donc de la technologie, pour démontrer la traçabilité de nos produits, de nos diamants, depuis la découverte jusqu'à la bague en boutique. Donc, alors, stratégie des petits pas, hein, comme Arnaud le disait un peu plus tôt. La technologie, il faut qu'elle arrive, qu'elle soit scalable, qu'elle soit robuste, qu'elle soit donc on ne peut pas intégrer l'intégralité d'une production du jour au lendemain et la mettre sur une blockchain. Ça prend du temps. Et voilà, on est sur le chemin et donc
c'est super à voir quand on vient j'allais dire du vieux luxe, mais voilà, on a changé. Je pense que la nouvelle génération de dirigeants, de CMO, de CDO, de CCO, de COO, etc., toute la C-suite, on a envie de faire bouger les choses et dans le bon sens. Donc, C'est exactement, je pense que tous les participants de ce panel sont dans cette énergie de transformation, enfin, se réinventer sans se renier, ça, en tout cas, c'est un mot d'ordre. Alors, vous m'avez tendu la balle, c'est la dernière question, elle est brûlante, bien sûr. Ben, vous m'avez parlé de blockchain, donc je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, vous pouvez dire, qui passe au journal du luxe, avec beaucoup de gourmandise, qui sont les NFT. Alors, la question NFT, je veux dire, c'est amusant parce que c'est comme Metaverse NFT, c'est un sujet totalement passionnel. Il y a des anti, il y a des pour. C'est diabolique ce sujet et donc c'est délicieux. Les NFT sont-ils un buzzword ou une révolution? Vous voyez, nous, il n'y a pas un entre-deux, entre guillemets. Entre guillemets, est-ce qu'ils font partie du futur du hard luxury? C'est à vous. Moi, je vais parler parce qu'on est une vieille maison de luxe, mais on a su se réinventer depuis 277 ans et évidemment, les NFT, ça a fait bruisser dans les couloirs l'arrivée des NFT en maison de vente aux enchères, au milieu de pièces, de monnaies, de diamants incroyables. Ça a été vu comme quelque chose de particulier, mais on a plongé à pieds joints dedans et c'est vraiment un pont entre le monde numérique et les enchères. Ça permet plusieurs choses pour, comme je le disais tout à l'heure, améliorer en fait le transfert de propriété et assurer aussi l'authenticité des œuvres. Et c'est toujours dans le marché de l'art une question particulière. Et donc en fait, le blockchain permet cette hausse de confiance dans le transfert de propriété et d'authenticité. Ça également en fait, de faire venir, comme, je disais aussi, les acheteurs, de ce monde-là, vers, un monde plus traditionnel. On a eu, le nez de Giacometti acheté, 4 millions de dollars par Justin Sun, créateur de la plateforme Tron. Je ne suis pas sûre qu'il aurait peut-être acheté ça il y a quelques années. Enfin, on a eu, pour nous, c'est une nouvelle catégorie d'acheteurs. Et c'est intéressant d'avoir comme ça des catégories d'acheteurs qui s'entrecroisent de l'art plus traditionnel et des acheteurs dans de nouvelles catégories. On a aussi, nous, on l'utilise, on a une plateforme Metaverse, donc on a créé, sur laquelle on vend, des NFT, aux enchères. On a investi énormément d'argent, sur cette plateforme, et en fait, heu virtuelle. On a modélisé notre site de Bond Suite pour faire une exposition virtuelle. Et là encore, en fait, le monde du métaverse permet puisqu'on parlait de Covid tout à l'heure, de ne pas pouvoir se déplacer et de venir dans un monde virtuel et à la fois bien réel, puisqu'on y vend des NFT qui sont et ces acheteurs-là peuvent acheter à la fois en crypto-monnaie un NFT, mais à la fois le nez de Giacometti et une œuvre d'art que autrefois était achetée par des milliardaires, mais qui est plus traditionnel et connu chez. Aujourd'hui, De Sotheby's Metaverse. Oui, Sotheby's Il s'agit de Metaverse, Sotheby's exactement. Metaverse. Oui, c'est la plateforme dans laquelle on a investi avec l'aide de Morito et on a plongé là, on vient d'annoncer tout à l'heure la vente de 140 CryptoPunk en un seul lot, estimé 20 à 30 millions de dollars. Voilà, c'est quelque chose pour nous qui est essentiel. Et pour répondre à votre question, révolution, c'est une évolution et je ne pense pas qu'il y aura de retour en arrière, en tout cas chez nous. Voilà. Sotheby's Metaverse, c'est à la fois une marketplace et en même temps une dimension immersive, donc d'exposition. Vous avez les 2 en un. Tout à fait. Et je vous Tout à fait. invite
public, d'aller visiter, Sotheby Metaverse. En ce moment, la vente est passionnante avec l'idée d'avatar et de la transformation de l'avatar. Il y a une dimension très sociologique, c'est vraiment, une bonne visite et merci, Magali. Je vais poser la question, forcément sur une question, à Antonio, sur ces NFT. Je sais que vous avez une position extrêmement forte, et l'associer NFT et rareté. Je donnais un scoop puisque Magali et Antonio me font le plaisir, et aussi Mehdi, de participer. C'est un scoop à la suite du livre Luxe et Digital, donc Luxe et Digital 2 qui sortira en octobre. Et justement, le sujet, Antonio, c'est ce qui vous tient à cœur, c'est NFT et rareté. Oui, alors, tout d'abord, parce que je pense qu'il faut faire claire différence entre l'NFT en tant que tel, entre objet artistique digital, avec une valeur et une place de marché bien spécifique auquel on accède à travers l'écosystème des cryptocurrencies dont parlait Magali tout à l'heure, par exemple. Ça, c'est quelque chose, mais quand on pense à une maison comme un Breitling, Cartier ou De Beers, ce que nous, en tout cas, moi, je considère important, c'est d'associer l'NFT toujours à un produit physique. C'est-à-dire que la rareté du produit physique est répliquée dans un contexte digital avec l'unicité et la rareté de l'NFT. Donc ça, c'est une relation qui pour moi est fondamentale et c'est ça qui va amener en tout cas une valeur sous-jacente à l'NFT en tant que tel sur le très long terme qui est lié à l'équité de la marque aussi sur le long terme. Donc en quelques mots, depuis bientôt 2 ans, chaque montre Breitling a son NFT. Donc vous achetez une montre Breitling, on vous offre l'NFT. Donc l'NFT, c'est le compagnon digital qui se trouve plus ou moins dans un wallet de cryptocurrency qui lui donne accès à la traçabilité, la transparence, bien sûr, l'information qui est à disposition, mais aussi à ce qu'on appelle la tradability. Et là, on pense vraiment aux gens qui vont revendre leurs produits. Donc, on amène une assurance à l'acheteur sur l'authenticité du produit qui est sous-jacente et intégrée dans la transfert de l'NFT entre le vendeur et l'acheteur, mais on donne aussi des instruments au vendeur. Donc, l'NFT lui-même devient son point of sale, son point de vente. L'écosystème autour de l'NFT, c'est l'endroit où la marque, par exemple, donne une quotation en temps réel de la montre que vous possédez. On a un moteur de calcul de pricing en temps réel et qui tient compte de plein de critères, les places de marché, les auction houses, l'écosystème en tant que tel. Et c'est une possibilité pour empower au-delà de l'achat du produit, l'acheteur en tant que tel. Encore une fois, je reviens toujours pour moi à ce élément fondamental d'empowerment. l'NFT, ça nous donne ça. L'NFT, ça nous donne aussi une possibilité d'engager une communication one-to-one, personnalisée, parce qu'on parlait de personnalisation autour du produit, sans que je connaisse le détenteur de ce produit. Je n'ai plus ce que nous on appelle la zero data clienteling ou CRM. Je peux envoyer un message à l'NFT et l'NFT va parler au client d'une certaine manière. Donc, c'est dans cette dynamique que nous on a bâti notre écosystème autour de l'NFT et l'évolution à venir, c'est utiliser l'NFT en tant que clé d'accès au monde de la marque. C'est ça, c'est La ça. rareté, l'accès, la personnalisation. Ah, la personnalisation, la Suisse nous a lâchés. Il va revenir. Arnaud, Cartier et les NFT. Moi, je partage complètement l'avis d'Antonio que le NFT est un outil relationnel, Mmh. expérientiel ici. Et vous me parliez d'une expérience qu'a eu certains de vos clients VIP extrêmement privilégiés, je crois, à Genève, où ils ont pu voir un opéra magique. Et quand Mmh. vous m'expliquez, je me disais, mais et s'il y avait du coup, vous voyez, la NFT VIP card entre guillemets, et du coup, les gens qui n'ont pas la chance d'être à Genève, les VIP peuvent voir cet opéra. C'est des choses qui vous trottent chez Cartier, là, cette vision NFT? Alors, On c'est reviendra, effectivement, au mieux. bien évidemment, ça nous trotte et bien évidemment, on regarde le sujet, avec, beaucoup d'intérêt et le sujet, il est absolument passionnant. Il est fascinant, il est aussi, très compliqué. J'étais la semaine dernière, à New York et j'ai eu l'occasion d'interagir, avec des gens, voilà, qui travaillent sur tous ces sujets. Bon, ils le disent eux-mêmes, c'est encore, la jungle. Donc, je Exactement. veux dire, tout le monde, parle de ces sujets.
Ces sujets sont quand même extrêmement complexes, extrêmement techniques. Donc il y a tout un vocabulaire aussi qui s'est installé en l'espace de très peu de temps. Et donc, il faut, chez Cartier en tout cas, on souhaite avancer et on avance, mais on veut se donner à nouveau le temps de bien le faire. Là-dessus, il n'y a pas de compromis possible. Et c'est pour ça, et tout à l'heure, on parlait de la blockchain. Bon, on a aussi beaucoup avancé dans un souci de transparence et de traçabilité. On a beaucoup avancé sur les sujets blockchain. On a été cofondateur d'Aura, comme vous le savez, avec LVMH, avec Prada, avec le groupe OTB. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en la matière. Après, là où je rejoins complètement Antonio, c'est que je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses concrètes qui sont en train de se passer. Antonio faisait référence au compagnon digital. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments, je veux dire, digitaux à côté de nos produits qui va être, enfin, qui sont aujourd'hui, qui peuvent constituer des NFT en tant que tels. Donc, c'est des outils de communication, ça peut être des certificats, ça peut être des documents, ça peut être des vidéos qui sont liées à un produit à proprement parler, acheté par un client VIP. Et après, comme vous le disiez, Eric, il y a aussi beaucoup de, voilà, de réflexions ou de possibilités en termes d'expérience personnalisée. Et effectivement, se dire, voilà, tel ou tel client qui achète une pièce de haute joaillerie qui va lui permettre de participer à une expérience absolument ultime. Donc il y a beaucoup d'applications. On les regarde avec beaucoup d'intérêt, mais on n'a pas le souhait de se précipiter. Je pense que Cartier a toujours été voyez, en connexion avec le monde extérieur. Ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui est un élément fondateur de la maison, mais sans pour autant vouloir être les premiers et être effectivement dans l'effervescence du moment. Donc, on vous en dira plus prochainement. Très bien. Antonio, on vous a coupé en fait et je donnerai la parole à Céline du coup sur le sujet. Il y a eu un problème de connexion avec, Et avec j'ai vu allez-y, juste pour terminer de votre phrase. ce que moi je disais avant. Ah, pardon, Voilà, ouais, ouais. conclusion, voilà. Non, ouais, j'insistais beaucoup sur cette relation d'unicité entre l'NFT et puis le produit physique dans ce contexte de rareté et sur l'utilisation de l'NFT en tant que canal de communication spécifique vis-à-vis du client. L'NFT devient le porte-parole de la marque vis-à-vis du client. On a bâti cet écosystème qui nous permet de gérer justement cette relation d'une manière personnalisée. Et je crois beaucoup dans cette approche zéro data qui nous permet en tout cas d'engager la communication avec le client final, peu importe le canal d'acquisition, pourvu qu'il ait NFT. Maintenant, ce qu'on réfléchit beaucoup, c'est sur la vente de l'NFT avant le produit final pour recréer un modèle aspirationnel d'accès aux produits de scarcité pour ensuite accéder à un écosystème qui est celui de la marque. Les protocoles, les solutions, les plateformes sont essentiellement interchangeables entre elles. Ce n'est pas vraiment ça le sujet le plus intéressant dans la discussion. Je pense que ce qui est essentiel, c'est que l'NFT devient une nouvelle représentation dans le contexte digital de la rareté, qui était un des piliers du luxe, qui s'est un peu perdu dans le web initial. Et c'est Merci. autour de ça qu'à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant à développer pour les marques et les maisons. Céline, votre point de vue sur ce buzzword ou cette révolution? Alors, je rejoins vraiment le point d'Arnaud sur cette idée de ne pas se précipiter et de faire les choses bien et la contribution positive que les NFT doivent apporter à l'expérience client et au service client. Donc, le NFT comme compagnon digital du produit, c'est quelque chose qu'on explore. Mais si je mets ma casquette, mon autre casquette de Beers Group, ce qui est intéressant dans les NFT, c'est qu'elles sont le point d'entrée dans le metaverse. Et donc, un Exactement. diamant naturel
et tout l'impact positif sur l'environnement, sur les communautés, sur les programmes avec UN Women qui nous permettent de soutenir 10 000 jeunes femmes dans leurs études STEM, donc sciences et maths. Comment est-ce que tout ça, on le représente dans le métaverse? Donc, on est loin du produit, mais ça m'intéresse et ce sont des axes de réflexion qu'on a en interne au niveau du groupe. Mais c'est amusant, je fais déjà beaucoup travailler mes étudiants qui sont des étudiants qui veulent travailler dans le luxe, hein, sur le prisme métaverse. Et quand la première incarnation des marques de luxe dans le métaverse, ils font des musées. Donc, c'est leur premier réflexe ici. Donc, il y a ce désir patrimonial extrêmement intéressant. Là, c'est un magnifique sujet. Bah, on est arrivé à l'heure. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. On a fait un magnifique panel voilà, Cogito Fortis. C'était brillant, c'était intelligent et surtout sans langue de bois, avec de la data, enfin tout ce que j'aime. Et merci encore 1000 fois. Merci à Catchpoint, Mehdi, de nous avoir aidés dans cette réunion. Un dernier message, et on va être à l'heure. J'adore, on a commencé à l'heure et on finit à l'heure. Donc là, je suis dans une culture horlogère plaît ici. Notre prochain rendez-vous, devinez quand? C'est le 5 avril et le sujet sera justement métaverse et NFT. On y croit profondément. On pense vraiment que le Web 3 est quelque part beaucoup plus luxo-compatible que le Web 1 et le Web 2. On retrouve ces valeurs en effet de rareté, de relation, aussi de prix et de prix cher. Donc, on va aller vraiment creuser. Je vous donne rendez-vous sur ce grand rendez-vous, 2 heures sur métaverse et NFT avec des marques et beaucoup d'acteurs en effet du métaverse, des vrais makers. Alors certains me disent que des fois, quand les acteurs crypto avec les acteurs luxe, c'est un petit peu quand même le barbare qui rencontre la reine d'Angleterre. On va voir si la rencontre est possible ici, on est dans la réalité. En tout cas, chers amis, je vous remercie profondément.